Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on est heureux de vous retrouver pour une nouvelle matinale RSM. Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas encore notre format et qui nous rejoindraient pour la première fois, les matinales RSM, ce sont des webinaires que l'on vous propose le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder l'actualité de vos entreprises en lien avec les différents et larges domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, financier ou RH. Et cette semaine, on se retrouve avec une thématique spéciale conseil RH en binôme avec un de nos partenaires historiques pour parler des risques professionnels et notamment comment concilier obligations et stratégies d'entreprise vis-à-vis de cette thématique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots très rapides sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM est un réseau de proximité puisque nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux. Nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et puis RSM, c'est également un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Pour ce qui est de vos interlocuteurs ce matin, alors comme je le disais en introduction, nous sommes accompagnés de François Danger, qui est donc chef d'entreprise spécialiste en sécurité au travail, qui dirige le groupe Danger, qui intervient dans toute la France, notamment sur les risques professionnels, les risques psychosociaux et le document unique d'évaluation des risques professionnels dont on va parler. Nous avons également Marie Bobichon, qui est senior manager, qui dirige le pôle conseil en transformation des hommes et des organisations au bureau de Lyon, donc chez RSM. Et puis moi-même, donc Aurélia Bénas, qui suis consultante conseil en transformation des hommes et des organisations, aux côtés de Marie, également au bureau de Lyon. Bonjour à tous. Alors, on va Bonjour. pouvoir passer à la présentation. Effectivement, on a trop longtemps ignoré les impacts que peut avoir le travail sur la santé physique et mentale des collaborateurs. Et on vous propose ce matin d'y voir plus clair sur cette notion, particulièrement sur les risques professionnels. Et pour traiter ça, donc le programme de cette matinale, on va débuter par reposer les bases et le cadre des risques professionnels, de la santé au travail. On va voir qu'il y a beaucoup de notions qui gravitent autour de cette thématique, donc on va reposer un petit peu les grandes définitions. On passera ensuite par une partie spécifique sur le document unique d'évaluation des risques, principale obligation en matière de risques professionnels. Et puis, on terminera sur une prise de hauteur avec la santé des salariés au cœur de sa stratégie RH et stratégie d'entreprise. Je n'en dis pas plus pour le moment et je vais laisser Marie débuter cette matinale. Tout à fait, merci Aurélia. L'idée ici, c'est de vous redonner quelques définitions effectivement de toutes ces notions qui composent la grande thématique de notre matinale de ce matin. La première grande notion, c'est celle de la santé au travail. La santé au travail, elle peut se définir comme un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne se constitue pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ensuite, on a la notion, bien sûr, de risque professionnel. Et en fait, dans le cadre de leur activité professionnelle, les salariés, ils vont courir certains risques pour leur santé, leur bien-être et leur intégrité physique. Et bien sûr, les risques professionnels, ils vont être de nature différente en fonction de l'activité de l'entreprise et du poste occupé, en fonction des secteurs d'activité, etc. Aux risques professionnels viennent s'adjoindre les risques psychosociaux. Le terme de risques psychosociaux, il est apparu dès 1998 au congrès de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS. Les risques psychosociaux, ils sont définis comme des risques pour la santé mentale, physique et sociale, et ils sont engendrés par les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Si on fait un focus un peu plus sur ces risques psychosociaux et pour aller un petit peu plus loin sur cette définition, les causes des risques psychosociaux, donc comme le dit la définition, elles sont à rechercher à la fois dans les conditions d'emploi et puis tous les facteurs qui vont être liés à l'organisation du travail et aux relations de travail au sein de l'entreprise.
on peut lister différents facteurs de risque qui peuvent conduire à des troubles psychosociaux. Il y a le sens et les valeurs, le sens et l'intérêt qu'on va mettre, dans le travail, les conflits de valeurs qui vont pouvoir exister au sein d'une équipe, au sein d'une structure. L'autonomie et la marge de manœuvre, la latitude décisionnelle, le pouvoir que le salarié va pouvoir avoir sur son activité. Les relations de travail, donc la fluidité des relations, qu'elles soient verticales, horizontales. C'est là aussi que va rentrer, en compte la qualité du management, la notion de reconnaissance, la clarté des rôles et des responsabilités de chacun. Ensuite, il y a le facteur de l'exigence émotionnelle, l'exigence envers le client, le management, les collègues, les partenaires. L'exigence du travail, donc avec, la dimension de la charge de travail, la charge perçue, l'adéquation entre les objectifs et les ressources mis en place. Et puis, la sécurité socio-économique, donc ça va être, voilà, la stabilité, dans l'emploi, l'évolution de carrière, la proposition d'évolution, qu'on peut faire, à un salarié. Tous ces facteurs de risque, s'ils sont mis à mal, ils vont pouvoir conduire à des troubles psychosociaux, tels que le burn-out, les conflits, l'absentéisme et l'hyperstress. Et il y en a bien d'autres, on vous en a mis, que quelques-uns en exemple. Finalement, le challenge pour les entreprises, ça va être, d'arriver à concilier, bien-être et performance. On peut définir le bien-être au travail comme un état d'esprit dynamique caractérisé par, une harmonie satisfaisante entre les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur d'une part, et puis, bien sûr, les contraintes et les possibilités du milieu de travail d'autre part. Ça, c'est l'OMS qui donne cette définition du bien-être au travail. Donc voilà pour ces premières définitions qui permettent de reposer les grandes notions qui gravitent autour des risques professionnels. Et je vais passer la parole à François Danger qui va rentrer dans le détail des différentes obligations inhérentes aux risques professionnels. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. On va parler de ce fameux document unique d'évaluation des risques professionnels qui se nomme également le DUERP. Tout d'abord, cette obligation de réaliser un document unique d'évaluation des risques professionnels est issue d'une directive européenne qui trouve son application en 2002 en France, où chaque employeur, alors public ou privé, à partir du premier salarié, doit établir ce fameux document unique. D'ailleurs, il s'appelle unique, pas parce que c'est le vôtre, il s'appelle unique dans l'esprit du législateur comme un lieu unique dans lequel on va rassembler tout un tas d'informations permettant d'assurer la prévention des risques dans l'entreprise. Ça pourrait être une boîte à chaussures, ce ne serait pas très pratique pour faire fonctionner tout ça. Donc, document unique d'évaluation des risques professionnels, obligation pour l'employeur, c'est assorti d'une sanction pénale, qu'on va évoquer dans quelques instants. Mais nous allons rechercher les... Ah oui, il faut que je... le document unique, on va peut-être revenir juste en arrière. Oui, en fait, on voulait, effectivement, vous demander à vous, où est-ce que vous en êtes, pour ceux qui nous écoutent, dans votre démarche de document unique, avant effectivement de vous expliquer plus précisément ce que c'est. Alors, on vous lance un petit sondage pour vous demander assez rapidement si, vis-à-vis de votre document unique d'évaluation des risques professionnels, vous êtes, sur quelque chose qui est déjà établi et à jour. Est-ce que votre document unique, il est établi, mais il est à mettre à jour? Ou est-ce que vous ne l'avez pas encore établi et que, c'est ce qu'on va voir plus tard, mais il va falloir le faire? Donc, il y a un sondage qui s'est ouvert juste en dessous de votre chat. Alors, il y a quand même pas mal de personnes qui ont leurs documents établis et à jour. On a une proportion aussi qui possède déjà un document unique, mais qui doit le mettre à jour.
Bah, je vous propose de laisser le sondage ouvert et de vous laisser répondre. Et puis François, je vous laisse poursuivre dans votre explication. Alors, pour terminer la partie, on va avoir les articles du Code du Oui. travail qui nous obligent à prendre en compte cette fameuse démarche. Alors, voilà. Donc, c'est l'article R4121-1 qui est le socle de référence en ce qui concerne la mise en place du document unique. L'employeur transmet à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, la dernière phrase à laquelle le bout de phrase à laquelle il procède. Ça veut dire qu'il est toujours évidemment responsable de cette démarche qui, je le disais tout à l'heure, est obligatoire depuis 2002, avec à la fois une sanction qui est une amende et puis éventuellement un recours contre l'employeur par un salarié, une victime, mais également qui comporte des avantages financiers. Quand on a un document, on peut bénéficier de certains avantages financiers. En tout cas, cet article nous dit que, évidemment, l'employeur transcrit et met à jour. Je pense qu'on évoquera la notion de mise à jour, évidemment, parce que l'entreprise, elle vit, elle évolue, et les risques peuvent être, on peut rajouter ou enlever des risques. L'évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail. Ah bon? Alors, on ne peut pas prendre un simple morceau de papier en écrivant les risques dans mon entreprise, c'est le matin, les salariés qui arrivent à leur poste de travail, donc trajet de travail, risque routier, ils descendent de leur voiture, risque de glisser dans le parking, donc chute de plein pied, après on monte un escalier, chute de hauteur, on va jusqu'au poste de travail, ergonomie, etc. On ne peut pas faire ça, pas sur une seule feuille de papier. Donc on doit saucissonner l'entreprise par unité de travail. Je crois qu'on va voir ce que c'est, une unité de travail, dans le diapo suivante. Alors, évidemment, fondamentalement et préalablement, le document unique répertorie l'ensemble des risques professionnels, c'est-à-dire on n'oublie aucun risque. Ça va donc des risques routiers, je le disais le matin, jusqu'aux risques psychosociaux, et même on va intégrer là-dedans les risques qui peuvent être générés par l'intervention d'entreprises extérieures. Ça s'appellera la coactivité. Les risques également en déplacement, qu'ils soient nationaux ou internationaux, doivent également évidemment être pris en compte plus largement. Ça ira jusqu'au risque d'agression pour certains clients qui sont des grands bijoutiers, par exemple, ou des transporteurs de fonds. Alors, pour la mise à jour que j'ai évoquée tout à l'heure, la nouvelle loi de mars 2022 qui vient renforcer l'importance du document unique, c'est qu'un premier élément, hein, et un élément encore plus récent qu'on va certainement évoquer, mais depuis mars 2022, une nouvelle loi vient rendre ce document unique encore plus important au niveau de l'entreprise, et notamment cette spécificité de mise à jour. Vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés, votre mise à jour ne se fera que si vous avez un événement important qui modifie le panel de risques dans votre entreprise. S'il n'y a rien de vraiment important qui change, notre document unique va continuer tranquillement sa vie, sachant qu'un document unique, évidemment, ça génère un plan d'action. Alors évidemment, il faudra faire les actions de prévention, mais il n'y aura pas besoin de faire une mise à jour officielle. Par contre, à partir de 11, évidemment, la mise à jour annuelle devient obligatoire. Et notre loi de mars 2022 renforce également le rôle du comité social économique qui devra être être informé de chaque mise à jour. Également, le système de médecins du travail qui devra être informé. J'ai bien dit informé. Donc voilà, c'est les nouvelles règles de mise à jour, moins de 11, plus de 11. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, les conséquences d'avoir ou de ne pas avoir un document unique d'évaluation des risques, on va le voir immédiatement. Ça met en cause la responsabilité de l'employeur sur deux voies possibles. La voie civile, donc je parle d'un recours d'un salarié éventuellement, qui pourra utiliser la voie civile ou la voie pénale pour arriver à se faire indemniser de conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Donc, le choix sera fait. Pourquoi? Parce que pénal, évidemment, le code du travail prévoit des sanctions pénales en faisant jouer, par exemple, la mise en danger de la vie d'autrui ou d'autres outils
que le procureur qui recourra donc au titre de la société pourra utiliser. Donc responsabilité, code civil, code du travail. Alors, responsabilité civile, ça se traduit par des dommages et intérêts demandés par la victime à l'auteur de la faute. La faute de quoi? La faute de défaut d'organisation de sécurité dans l'entreprise, n'est-ce pas? Et ça, c'est la responsabilité civile, issue du code civil et du code du travail. Et ensuite, donc, on va parler de la faute inexcusable de l'employeur. Alors, la conséquence d'une absence ou d'un défaut d'organisation de la prévention des risques dans une entreprise, c'est ce qu'on appelle la fameuse faute inexcusable de l'employeur. Je vais prendre un exemple. Vous êtes l'employeur, il y a un de vos salariés que vous allez envoyer sur un chantier qui vous dit, patron, le camion, là, il y a la roue qui commence à bouger un petit peu, etc. Donc, vous avez prévenu d'un risque, n'est-ce pas? Et le patron vous dit, bah, écoutez, on n'a pas le temps, vas-y quand même, va sur le chantier, et il arrive un accident. Aujourd'hui, le code du travail prévoit que, en fait, le patron ayant été averti, la faute inexcusable de l'employeur est de droit. Donc le juge n'a même pas besoin d'examiner davantage l'espèce. À partir du moment où il y a un témoignage conséquent pour emporter son intime conviction que l'employeur avait conscience du risque qu'il a quand même fait courir à son salarié, ça s'appelle, c'est repris par le Code de la sécurité sociale, ça s'appelle, c'est souligné là, et de droit, pour le travailleur qui serait victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle. À savoir. Alors, on va parler de cette faute inexcusable de l'employeur que je vais décrire très rapidement. Vous êtes victime d'un accident du travail, enfin, une personne est victime d'un accident du travail, eh bien, qu'est-ce qu'il a comme indemnisation? Il a des indemnités journalières, il ne paye pas ses médicaments, et s'il a une incapacité inférieure à 10%, la caisse primaire d'assurance maladie lui verse un capital en une seule fois. Si c'est au-dessus de 10%, il a une rente trimestrielle. Mais c'est tout, il n'a que ça. Et pourtant, notre victime ne peut plus faire de patin à glace, de spéléo, de danse classique ou ce que vous voulez. Et donc, il va déclencher une procédure qui s'appelle la faute inexcusable de l'employeur, qui est vraiment l'épée de Damoclès au-dessus de chaque entreprise. Donc, il va saisir la caisse primaire d'assurance maladie pour entamer cette procédure. Il y aura une phase de conciliation. Ça passera ensuite devant un juge. Ensuite, après une expertise. Et au retour de l'expertise, il y aura une condamnation de l'employeur à payer des indemnités assez conséquentes à la victime. C'est la faute inexcusable de l'employeur, dont, pour éviter ça, évidemment, il faudrait avoir un document unique à jour et également la possibilité de s'assurer. C'est pour ça que l'assureur de responsabilité civile professionnelle est toujours partie prenante dans l'élaboration d'un document unique. Il faut créer évidemment un lien. N'oublions pas que le droit des assurances est un droit basé sur le déclaratif, donc il faut être certain que votre assureur couvre les risques, tous les risques identifiés dans votre document unique. Pour cela, il faudra qu'il soit averti. Alors, cette fameuse faute inexcusable de l'employeur, cette épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de chaque employeur, eh bien, le Code de la sécurité sociale rend l'auteur de la faute inexcusable responsable sur son patrimoine personnel. C'est-à-dire, si vous êtes artisan électricien, qu'on détermine une faute inexcusable, qu'un tribunal, le pôle social du pôle judiciaire, décide que vous avez commis une faute inexcusable de l'employeur, vous êtes responsable sur votre patrimoine personnel, on pourra vendre votre maison, votre bateau, etc. En ce qui concerne les sociétés, si vous êtes une personnalité morale, il s'agira du patrimoine personnel de la société. Mais dans tous les cas, vous voyez la puissance de la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra se faire rembourser de toutes ces dépenses sur votre propre patrimoine. Donc évidemment, encore une fois, avoir un document unique, mieux certifié conforme, mieux encore par un organisme qui est lui-même certifié, et deuxièmement, bien vérifier si on est assuré contre la faute inexcusable de l'employeur, puisqu'on peut s'assurer. Ça, c'est avoir votre contrat de responsabilité civile professionnelle. Comment est-ce qu'on va procéder pour mettre en place ce fameux document unique, ou vérifier d'ailleurs que notre document unique, il est bien conforme à la législation. Les notions d'unité de travail, je vais les expliquer très simplement. Vous êtes boulanger, eh bien, vous avez une première unité de travail, c'est votre magasin. Bonjour madame, 3 baguettes, 2 croissants. Ça fait une première unité de travail. Donc, les risques dans cette unité de travail sont différents de ceux du fournil derrière,
parce que là, il y a des machines, pétrins, etc. Deuxième unité de travail, et puis une troisième unité de travail, si vous allez livrer votre pain et vos croissants au collège du coin ou à l'hospice pas loin de chez vous. Donc, cette notion d'unité de travail est fondamentale pour faire une analyse exhaustive des risques dans votre entreprise. Donc, vérifiez bien que vos documents uniques existants eh bien, comportent cette structure. Cette structure dont vous aurez la charge de la preuve de démontrer que chaque salarié qui travaille dans chaque unité de travail a bien été informé de l'existence du document unique. Donc ça, la preuve, puisque vous avez la charge de la preuve, c'est la signature du salarié, la signature du document unique par le salarié, ou alors d'autres moyens comme d'intégrer, de modifier les contrats de travail par une reconnaissance du salarié sur les risques auxquels il va être exposé. Mais cette notion d'unité de travail, c'est un saucissonnage de l'entreprise. Maintenant, cette notion d'évaluation des risques, alors on identifie d'abord ce risque de chute de hauteur ou ce risque d'exposition aux produits chimiques, et ensuite c'est l'évaluer. L'évaluer, c'est un critère. Alors ici, dans notre cabinet, nous n'utilisons que des méthodologies reconnues par les caisses de sécurité sociale ou l'Institut national de recherche sur la sécurité. C'est un avantage de ne pas avoir réinventé la poudre, puisque ça met un terme à toute éventualité de plaidoirie. Donc les méthodologies qu'on utilise sont basées sur deux critères, l'exposition, la fréquence d'exposition, n'est-ce pas, à un risque, et puis aussi la gravité du dommage. Vous tombez dans votre escalier, tac, qu'est-ce qui peut se passer? On évalue, c'est une fracture, avec hospitalisation, c'est une chute mortelle, donc ça doit être identifié. Voilà. Donc deux critères, fréquence d'exposition et gravité. On multipliera ces deux facteurs l'un par l'autre pour obtenir la criticité. Enfin, on a un exemple de fiche juste derrière où on peut relever ici l'évaluation des risques, la nature du risque à gauche, la description du risque, il y a la fréquence d'exposition, la gravité et la criticité. On multipliera la fréquence par la gravité pour obtenir la criticité et pour aboutir à droite à une mesure de prévention et de protection qu'il faudra mettre en œuvre dans un plan d'action avec des actions datées, etc. Là, c'est vraiment une fiche qu'on vous montre hyper basique. Voilà, un outil de premier niveau, on va dire. C'est ça. Là, vous avez un exemple d'un plan d'action qui peut sortir de l'identification et d'évaluation des risques dans un atelier qui s'appelle métallerie. Il s'agit de la fiche d'unité de travail numéro 8. C'est un simple extrait. Là, ici, vous avez à gauche l'image du risque et il y a un exemple de solution. Par exemple, celle du milieu, c'est un risque de travailleur isolé. Le responsable, ce sera M. Rouillard. Le début de l'action, ce sera le 17. La fin de l'action, ce sera le 4 septembre. Il y a le coût de l'action et puis il y a un état, traité, non traité. Alors évidemment, dans le document unique qui évolue en permanence, quand vous avez fait une action, eh bien, vous devez vous en récompenser en revenant sur votre fiche d'unité de travail pour modifier la criticité. Cette action va disparaître et puis ainsi on continuera de manière dynamique à continuer à mettre des actions de prévention dans l'entreprise. C'est un tableau de suivi tout bête, mais avec, vous voyez, avec quand même en bas une notion d'importance puisqu'il y a des couleurs rouges et jaunes. C'est à moyen terme et à court terme, c'est vraiment du rouge sur les deux actions qui sont présentées ici. Travailleur isolé et puis mettre des rideaux de protection pour les rayons ultraviolets. Voilà, alors pour le déroulement, comment est-ce qu'on procède à l'identification, comment on procède à la mise en place du document unique. Alors, quand c'est pas très compliqué, on fait ça, nous, sur des banques, des compagnies d'assurance, des traders, c'est des bureaux. Bon, des bureaux, quand ils sont à Marseille, on va préserver la planète, on va pas aller faire un déplacement à Marseille pour aller voir des gens derrière des ordinateurs. Donc, on peut le faire dans certaines circonstances, à distance, avec un questionnaire de base et puis ensuite des photos et aussi de la visioconférence. Donc, à distance. Quand c'est un peu plus compliqué, si vous êtes Kubota Europe ou si vous êtes des sociétés qui emploient des produits chimiques, ou qui a des interventions d'entreprises importantes, etc.
là, évidemment, on va se déplacer sur site. Donc, ça commence par une réunion de présentation, présenter une maquette, et ensuite, on étudie un certain nombre de documents. Et puis ensuite, après, on visite l'entreprise du sol au plafond. Les audits sont filmés, le film appartient au client. Ça permet de rien oublier et puis d'avoir une preuve en cas d'un gros recours, enfin d'une procédure. Ensuite, une fois qu'on a visité le site du sol au plafond, on revient dans notre cabinet où on établit le document unique qu'on livre environ sous 4 semaines et qu'on va certifier en forme, évidemment. Donc, voilà, deux notions. Et puis ensuite, après, je viens de répondre, on établit le document unique en version papier, en version informatique. Alors, à ce sujet, je vais terminer là-dessus. Il faut être extrêmement vigilant sur la version informatique du document unique. Il faut se méfier des documents uniques qui sont établis pour faire des documents uniques. Pourquoi? Parce que si vous utilisez un logiciel spécialisé, il va falloir que vous informiez, que vous formiez vos salariés à l'utilisation du logiciel. Sinon, c'est un délit d'entrave. C'est pourquoi nous, sur cette question-là, nous, on n'utilise que du Word et du Excel. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé par les organismes. La deuxième chose, c'est on voit des documents uniques en PDF. Donc, vous avez devant vous un document unique, un software informatique en PDF. Ça frise l'escroquerie, puisque vous ne pourrez pas vous-même modifier votre document unique. Vous ne pourrez pas le faire vivre. Vous serez obligé à chaque fois d'appeler l'organisme qui vous a établi le cabinet. Donc ça c'est vraiment à proscrire. L'idée, c'est que vous vous appropriez votre document unique sur le principe qu'on ne fait pas de sécurité dans une entreprise sans les salariés. Voilà. Après, s'il y a des questions, je crois que c'est prévu en fin de... Tout à fait. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, François, pour cet éclairage sur la partie obligation et principalement document unique d'évaluation des risques. Alors, on va terminer par donc une troisième partie qui est plutôt sur au-delà de l'obligation que tout employeur doit respecter via notamment ce document unique, ce qu'on vous préconise, c'est de placer la santé de vos collaborateurs au cœur de votre stratégie et au-delà de cette obligation, de mener des actions en faveur du bien-être des salariés et de la qualité de vie au travail de façon plus large. Donc, on a commencé à l'évoquer, mais les risques professionnels et les risques psychosociaux et plus globalement la santé des collaborateurs ont de véritables incidences et conséquences, d'une part sur l'entreprise, puisque ça peut provoquer de l'absentéisme, du turnover, la dégradation de la productivité, la démotivation des équipes, un désengagement. Ça peut aussi atteindre l'image de l'entreprise, ça va venir impacter négativement la marque employeur. Et ça va aussi avoir des conséquences pour les salariés. Et donc, si on suit bien, in fine, encore une fois pour l'entreprise, ça peut provoquer de l'épuisement professionnel, aller jusqu'au burn-out, des accidents du travail, des maladies, des troubles musculo-squelettiques, de l'anxiété, de la démotivation. Les risques professionnels, si on ne prend pas véritablement le sujet en main, on voit souvent que les conséquences. C'est pour ça qu'il va venir falloir identifier les causes, d'où le fait de travailler son document unique auquel on vous renvoie. Les entreprises, elles ont un rôle clé à jouer dans la préservation de la santé de leurs collaborateurs. C'est un élément qui est central de la performance de l'entreprise et de sa réussite sur le long terme. Et donc, pour éviter les conséquences négatives que l'on vient de citer, la prévention doit s'inscrire au cœur de la stratégie RH. Et la performance économique, je dirais qu'elle ne peut pas être dissociée du bien-être des collaborateurs. Il faut vraiment voir ça comme une condition sine qua non au fait que l'entreprise puisse bien se porter sur le long terme. Donc la prévention des risques et la qualité de vie et des conditions de travail vont être des enjeux de performance durable. Ça ne va pas être seulement des obligations légales, mais des choix stratégiques que va pouvoir faire l'entreprise pour qu'elle puisse offrir des opportunités de croissance, de rétention des talents, surtout dans un contexte de recrutement qui va être extrêmement tendu, et puis des opportunités d'amélioration des performances. Pour intégrer cette dimension dans votre stratégie RH, votre stratégie d'entreprise, ce qu'on vous préconise, c'est donc de travailler votre qualité de vie et des conditions de travail, votre QVCT, et de prendre ces grands principes comme fil conducteur.
La qualité de vie au travail, ou la QVCT, c'est une notion qui va être plus large et qui va permettre d'inclure toutes les précédentes notions qu'on a vues ce matin et de venir travailler ces sujets de manière plus globale et plus stratégique. Donc on vous a mis ici une vue d'ensemble de toutes les thématiques qui composent la QVCT. C'est en fait une boussole synthèse des grandes dimensions de la qualité de vie au travail. Donc vous voyez qu'on retrouve dans cette boussole les thématiques qu'on a pu aborder ce matin et qui font l'objet de la matinale. Donc l'évaluation des risques professionnels, le document unique qu'on voit sur la slide. Mais on va y retrouver, et c'est en ça que je dis que c'est plus global, on va y retrouver des aspects de management, de contenu du travail, d'autonomie, de charge de travail, de cohésion, de reconnaissance. Ça va être vraiment toutes les notions qui composent la qualité de vie au travail de vos collaborateurs. Donc l'idée, c'est de dire que si vous travaillez cette QVCT de manière globale et stratégique, ben, vous travaillerez forcément et vous inclurez le travail sur les risques professionnels et le travail sur le document unique. Mais vous allez avoir cette roadmap un petit peu plus stratégique et c'est cette boussole qui va aussi vous aider à identifier vos points forts, vos axes d'amélioration sur telle ou telle thématique, les leviers et les freins de votre QVCT à vous dans votre structure et votre organisation. En complément, pour vous aider à travailler la qualité de vie au travail, qui est un vaste sujet, on vous a listé les quelques grands principes de base, ce qu'on a appelé les grands commandements de la QVCT. Et donc, il va falloir combiner l'engagement de tous les collaborateurs et à tous les niveaux de l'organisation. Il va falloir que l'information soit partagée au sein de l'organisation. Il va falloir assurer la qualité des relations de travail, également les relations sociales, plutôt au niveau du dialogue social. Il va falloir se préoccuper de l'organisation du travail, est-ce qu'elle est efficace, est-ce qu'elle est efficiente. Le contenu du travail, est-ce que les missions des collaborateurs ont du sens, est-ce qu'elles sont stimulantes également. On va retrouver l'environnement physique de travail, la réalisation et le développement personnel, est-ce que les collaborateurs peuvent se réaliser au travail. On va retrouver également la brique conciliation de la vie professionnelle et personnelle, et puis une brique égalité professionnelle. Donc voilà, ça c'est vraiment les 10 grands commandements de la QVCT. Donc comme je le disais, au-delà du document unique qui va dresser, lui, l'inventaire précis des risques professionnels et des risques psychosociaux, on voulait vous livrer un autre outil qui va cette fois-ci vous permettre de venir auditer donc la QVCT et le climat social de manière un petit peu plus générale en interrogeant directement vos collaborateurs. C'est l'outil du baromètre social. Donc cet outil, qu'est-ce que c'est? Ça va être une enquête interne destinée aux collaborateurs de votre structure. Et cette enquête, elle va prendre la forme d'un questionnaire qui va pouvoir porter à la fois sur des aspects précis de la vie courante de l'entreprise, mais aussi sur la globalité de la politique des ressources humaines. Ce baromètre, il va donc servir à mesurer l'ambiance générale et sociale de la structure. Plus précisément, ça va permettre de savoir si vos collaborateurs se sentent bien au travail. Et donc, ça va être un diagnostic assez rapide et instantané du climat social et du moral des membres de votre organisation. Les différents enjeux que vous allez à mettre en place, en tout cas cette démarche, ça va permettre d'associer les collaborateurs dans une démarche de qualité. Une démarche qualité, vous allez solliciter les collaborateurs dans ce côté, on améliore de façon continue l'organisation. Ça permet tout simplement de connaître l'état de bien-être global des collaborateurs. Et puis, ça permet d'être dans une logique de prévention, c'est ce qu'on disait et ce qu'on vous dit un petit peu tout au fil de cette matinale. Ça va vous donner les moyens de prévenir et de vous donner la capacité de traiter des éventuels points d'alerte et les risques et d'éviter d'être dans le trop tard finalement et de voir uniquement les conséquences de ces risques. Dans la pratique, comment est-ce qu'on s'y prend pour mettre en place son baromètre social? Alors assez rapidement, on vous a listé quelques bonnes pratiques que vous allez pouvoir suivre pour mettre en place cette démarche. La première, c'est qu'un baromètre social, il faut qu'il puisse être rapide et simple. L'idée, c'est de faire une enquête assez rapide, hein, pas plus de 15 minutes, avec des questions plutôt succinctes, fermées. Et il va convenir d'interroger l'ensemble des collaborateurs.
Le baromètre, il doit être confidentiel et anonyme. Vous devez vraiment garantir la confidentialité et l'anonymat des réponses. Ça, c'est un élément très important. L'idéal, c'est de rendre cette démarche récurrente, de la répéter plusieurs fois, soit au cours d'une même année, soit annuellement, pour que vous puissiez suivre l'évolution aussi de votre structure. Là aussi, point très important, mais le baromètre, il va devoir faire l'objet d'un retour aux collaborateurs. Il faut pouvoir communiquer et présenter les résultats. C'est important de communiquer sur le... Enfin voilà, vous avez sollicité vos collaborateurs vis-à-vis de cette démarche. Il faut pouvoir leur donner les résultats qui ont pu être tirés de cette démarche-là. Et enfin, dernière bonne pratique, c'est vrai que c'est mieux que ce baromètre puisse être suivi des faits pour pouvoir inscrire les résultats dans la durée. Il faut que ça puisse donner lieu à de véritables actions et axes d'amélioration pour la suite. En guise d'exemple, voici des thématiques et des exemples de questions qui peuvent être abordées dans votre baromètre social. Bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif, c'est pour vous donner un exemple assez rapide de ce que ça peut donner, avec également des exemples d'indicateurs assez visuels. Donc, vous pouvez tout à fait prévoir une partie cohésion, avec le fait de demander aux collaborateurs comment est-ce qu'ils évalueraient l'ambiance et la collaboration au sein de l'équipe. Est-ce qu'ils ont l'impression que l'équipe est solidaire, que l'équipe s'entraide, avec une forme de notation de 1 à 5. Il peut y avoir une thématique plutôt sur le niveau de stress général des collaborateurs. À quel point est-ce qu'ils se sentent stressés? On peut aussi incorporer des questions ouvertes et venir chercher quels sont les principaux facteurs de stress auxquels ils sont confrontés au travail actuellement. On peut prévoir une partie charge de travail. Est-ce qu'il y a un changement de la charge de travail? Est-ce qu'ils ont les ressources et les outils nécessaires pour gérer la charge de travail actuelle? Et puis peut-être une partie tournée vers l'avenir et l'implication, et cette fois-ci venir interroger la motivation ou l'engagement vis-à-vis de l'avenir de l'entreprise. Et encore une fois, une question ouverte sur quelles sont les éventuelles préoccupations concernant l'entreprise en ce moment. Enfin voilà, c'est vraiment des exemples de questions, mais qui sont à adapter bien sûr en fonction de vos structures. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réalisé notre baromètre social? Quelques grandes étapes clés pour passer à l'action. Une fois que vous avez dressé l'état des lieux, quand je parle d'état des lieux, c'est vraiment de manière générale, c'est-à-dire baromètre social, situation de travail, document unique d'évaluation des risques. Ce gros audit et ce gros état des lieux, vous allez donc analyser les résultats de ce qui ressort. Vous allez en étape 2 préparer la démarche de prévention, déterminer le plan d'action. François en parlait tout à l'heure, c'est qu'à l'issue du document unique, on prépare un plan d'action sur voilà, quels correctifs on fait, quelles actions on met en place pour prévenir les risques. Là, ça va être la même idée. En étape 3, on met en œuvre le plan d'action. Et en étape 4, qui est souvent oubliée, mais il faut qu'il y ait un suivi et une évaluation des actions. Et la dernière étape, je dirais presque la plus importante, mais qui vient en filigrane de toutes les autres, c'est le fait de systématiquement communiquer et impliquer les collaborateurs à toutes les étapes, toutes les étapes d'action. Alors en conclusion, là où on va peut-être se réunir un peu tous les trois, c'est qu'on peut dire que cette large thématique est au carrefour de plusieurs enjeux, des enjeux humains, des enjeux juridiques et des enjeux économiques. D'où ce matin la diversité de nos expertises. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on pouvait vous dire sur les risques professionnels, sur le fait que c'est extrêmement important. Vous l'aurez compris, à la fois d'un point de vue obligation et légal, mais pas seulement. On vous préconise véritablement de vous saisir de ce sujet pour votre performance future. Alors, on arrive au bout de ce qu'on pouvait vous dire ce matin. Est-ce que vous avez éventuellement des questions? Je pense qu'on a été extrêmement clair, mais oui. François, est-ce que vous vouliez rajouter un petit mot sur on va dire le lien qu'on fait entre vraiment obligation et stratégie? Enfin voilà, je vous laisse le petit mot de la fin. Oui, alors, entre obligation et stratégie, on considère, nous, qu'effectivement,
de s'intéresser à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Bon, l'image type, c'est 1 euro dépensé en prévention, ça rapporte 3 euros à l'entreprise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques établies par des experts, des grands experts. On peut considérer que tout ce qu'on vient d'évoquer, ça fait partie de ce qu'on va appeler une valeur d'entreprise. Si on vient travailler dans telle entreprise et que l'employeur, avec ses salariés, les organisations syndicales, par exemple, ou les représentants du personnel, mettent en place ce type de démarche, c'est une valeur d'entreprise. Une valeur d'entreprise que tout le monde doit respecter, évidemment. D'où la nécessité, évidemment, d'impacter des documents périphériques, mais je pense immédiatement au règlement intérieur, puisque si dans cette valeur d'entreprise qu'on est en train d'implémenter dans telle entreprise par la fois de documents uniques et tout ce que vous venez d'expliquer en ce qui concerne la prévention des risques, eh bien, on vient travailler dans cette entreprise, on doit y adhérer. Bon, alors évidemment, l'échelle des sanctions qui est dans le règlement intérieur est là pour y veiller, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que, je le disais tout à l'heure, la qualité de vie au travail et des conditions de travail, l'évaluation des risques, ça fait partie d'une... C'est pas une démarche humaniste, hein, c'est pas parce que c'est obligatoire. D'ailleurs, le législateur prévoit des aides financières, vous le disiez à votre avant-dernière diapo, il y a des aides financières pour soutenir les employeurs qui sont prévus pour s'engager dans cette démarche. Voilà. On pourra rentrer dans le détail des aides financières, mais elles sont assez conséquentes, à la fois pour mettre en place les mesures de prévention issues du document unique, mais aussi de l'organisation que vous avez proposée. Tout à fait, et peut-être, voilà, avant de vous quitter, l'idée c'était de vous dire que ce soit le groupe d'Angers ou RSM, on va se rejoindre de manière assez complémentaire pour vous accompagner sur l'intégralité du processus qui concerne cette thématique, que ça aille de la partie audit plus globale à l'audit et l'évaluation des risques professionnels psychosociaux, et même dans la phase d'après, la phase d'accompagnement. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin qu'on vous accompagne sur ces sujets. Il nous reste, alors on a une question de Hubert avant de se quitter, qui nous demande: ces enjeux sont-ils aussi importants pour des startups et petites structures? Alors, François, avant de vous demander votre avis, moi je dirais qu'ils sont tout aussi importants, et je dirais que c'est même le bon moment pour d'ores et déjà se donner des bonnes habitudes et vraiment inclure la qualité de vie au travail et certaines actions, voilà, avant même de prendre de mauvaises habitudes, que ça devienne des plus gros chantiers par la suite. François, si vous avez... Oui, alors nous, dans notre clientèle, aujourd'hui un peu plus de 2400 et quelques clients, on a beaucoup de startups. Et dès l'origine, pour reprendre ce que disait Aurélia, dès l'origine, les chefs d'entreprise s'y intéressent. Parce que quand on a un esprit de monter une start-up, c'est tous les paramètres qu'on va mettre dans ce panier qui est appelé à évoluer pour devenir une entreprise pérenne, et tous les paramètres sont pris en compte par les gens qui montent des start-up aujourd'hui. Je ne sais pas combien on en a ici, peut-être 30 ou 40 start-up dans tous les domaines d'ailleurs, dans l'osmose, dans les rayonnements, dans les lasers, dans le biomédical également. On a beaucoup de clients comme ça. Et si ce sont nos clients, où ils sont encore 2 ou 3 dans un bureau en train de cogiter, c'est que déjà, ils ont inclus cette démarche dans leur démarche globale, quoi. Monter une start-up sans tenir compte des paramètres humains, tels qu'on vient de les évoquer, je ne connais pas, moi. Et d'ailleurs, je parle sous votre contrôle, François, mais parfois il y a des obligations qui évoquent que tel document est à mettre en place au-delà de 50 salariés. Là, le document unique, c'est quand même très différent, et je trouve que ça en dit long. C'est-à-dire que la santé des collaborateurs doit de toute façon être une priorité dès lors que on emploie un seul salarié, en fait. Et plutôt, enfin voilà, il faut vraiment voir ça comme
C'est ce qu'on disait, une condition sine qua non au bon développement de l'entreprise. Donc, plus tôt vous en prenez conscience et vous menez des actions en la faveur de la santé des collaborateurs, mieux ce sera pour la suite. Et peut-être le mot de la fin aussi, on oublie souvent qu'effectivement, quand on lance une activité, on a une assurance de responsabilité civile professionnelle, avec une partie vraiment responsabilité civile professionnelle, puis une partie exploitation, qui est plus orientée vers les salariés. Aujourd'hui, vous n'avez pas de document unique, ou vous avez un document unique obsolète, vous devez considérer que vous n'avez plus d'assurance. Parce que l'assureur pourra trouver tous les prétextes possibles pour ne pas vous délivrer la garantie en cas d'accident, de maladie professionnelle ou d'un recours. Donc, pas de document unique, un document unique obsolète égale plus d'assurance de responsabilité civile professionnelle. C'est extrêmement important cet aspect-là, puisqu'il y a des sociétés qui ne mettent pas à jour le document unique et qui pensent toujours être assurés. Ils ne le sont pas. Ou ils ne le sont plus. François Hubert nous précise un petit peu sa question, enfin poursuit l'échange. Il nous demande idem dans les services versus industrie. Mais dans tous les services, à partir la configuration structurelle, c'est un employeur avec un premier salarié. Donc, peu importe l'activité. D'ailleurs, public ou privé. Hein. Aujourd'hui, on a des établissements publics industriels et commerciaux. J'en cite un près de chez nous, c'est le Mont-Saint-Michel. Ils ont besoin d'un document unique. La preuve, c'est que nous, on a été faire le document unique pour toute la mise en eau du Mont-Saint-Michel, enfin, etc. Je dirais que les risques et les enjeux seront bien évidemment différents selon le secteur et la nature des métiers, mais la thématique n'en sera pas plus ou moins importante. Voilà, ok. Sachant qu'il y a un rapport qui vient de sortir de l'Inspection générale des affaires sociales qui concerne les instructions de réforme du document unique. Ah bon, alors on est en pleine réforme du document unique? Bah oui, ça vient de sortir il y a quelques semaines, un rapport qui fait certaines préconisations au niveau du document unique. Alors, vous voyez comment les pouvoirs publics s'y intéressent de manière accrue, d'ailleurs du fait qu'on est le plus mauvais élève en Europe au niveau des accidents de travail, des maladies professionnelles, et qui viennent de créer un 4e plan de prévention de sécurité au travail. Donc c'est vraiment un élément majeur aujourd'hui à prendre en compte quand on est chef d'entreprise. Alors, on n'a pas d'autres questions, donc il nous reste à vous remercier de votre attention. Cette matinale est donc disponible en replay et on reste bien évidemment à votre écoute et à votre disposition si besoin. Merci à tous, excellente journée et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.